Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Merci à tous. Merci pour tous ceux qui nous prennent en marche. Le grand débat avec Serge Gnawa, votre animateur principal depuis les États-Unis. Je voulais vous dire encore une fois de plus que vous avez été nombreux de regarder ce grand débat. Et vous êtes toujours nombreux de nous faire des suggestions. Pour nos panélistes qui ont toujours fait la présence dans ce studio, je voulais quand même leur remercier parce que sans eux, vous ne devez pas être informés des informations qui nous reviennent un peu de loin. Alors sans plus tarder, pour ce grand débat, nous allons parler aujourd'hui de la CEDEAO, désormais maître du jeu pour trouver une porte de sortie à la crise togolaise. Est-ce que l'impartialité de cette CEDEAO sera donc de droit? Nous allons tout à l'heure s'en savoir avec nos chers panélistes. Merci à Malik Sall qui a suivi la production de cette émission. Pour commencer ce grand débat, j'ai donc dans mon studio M. Kenao Yves que j'ai nommé le bulldozer qui a été toujours présent avec moi pour mener cette lutte. Il va falloir que nous allons jusqu'au bout de cette lutte. Alors Kenao, merci d'être avec nous. Eh bien, merci Serge Gnawa et merci chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Il faut que j'ajoute cela. À côté de M. Kenao, il y a donc notre cher ami qui n'est plus à présenter, qui est de la maison, Atiso Kwamevi. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci M. Gnawa et merci à tous les téléspectateurs de la télévision numéro 1 de la diaspora. Du côté de la Caroline du Nord, professeur Issoufou Moussa, qui est conférencier à l'Université de la Caroline du Nord, il est toujours avec nous pour faire valoir ce que de droit. Professeur, en tout cas, vraiment, nous vous remercions d'être là encore, dans ce, comment on appelle ça, depuis la Caroline du Nord. Merci beaucoup à M. Serge Gnawa, merci à tous les panélistes de ce soir, sans oublier bien sûr Malik Hall qui fait un travail énorme pour assurer la réussite du débat, du grand débat de samedi. Merci. Merci aussi à Credo Emmanuel depuis Atlanta, Georgia, le beau gosse. Comment ça va, Georgia, là-bas? Oui, tout va bien, merci beaucoup. Merci, chers panélistes. Et c'est encore un plaisir de vous retrouver et de bien discuter de la situation qui propose dans notre pays. Je vous remercie encore pour l'invitation. Merci. Alors, comme je le disais tout à l'heure avec le thème de ce grand débat, la CEDEAO désormais maître du jeu pour trouver une porte de sortie à la crise togolaise. Est-ce que l'impartialité de la CEDEAO sera donc de droit? Donc, dans ce débat, nous allons analyser le communiqué de la CEDEAO du 2 juin 2018 sur la résolution de la crise togolaise. On va aussi parler des propositions de M. Alassane Dramane Ouattara pour la sortie de crise au Togo et refus
de l'opposition, de la médiation de la CEDEAO dans la crise qui aujourd'hui est dans la crise togolaise. On va parler de la transition sans Faure Gnassingbé. Est-ce qu'elle peut être possible? On va aussi parler de M. Alassane Ouattara par rapport au problème du Togo. M. Alassane Ouattara qui dit que la nouvelle constitution m'autorise à faire 2 mandats en 2020. Et aussi, en dernière position, la sortie d'Emmanuel Macron sur la crise togolaise, parce que les Togolais lui ont dit il faudrait que vous interveniez, pour chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Emmanuel Macron a donné sa position en se référant sur l'Union africaine. Alors, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Alors, mon cher Kenao, Ouais. alors, quelles sont les nouvelles que vous nous envoyez de Lomé? Sinon, quelles sont les nouvelles du jour avant qu'on rentre dans l'ordre du sujet? En tout cas, je t'attends. J'attends que tu lances le débat. D'accord. Que tu ouvres le débat comme ça. D'accord. À partir de ce que tu nous donnes, on va réagir. Merci. Atisso, est-ce que vous avez quelque chose, la nouvelle? Pas tellement, mais nous remercions Dieu que la lutte n'est pas étouffée jusqu'à présent et que nous allons arriver au bout cette fois-ci et faire tomber le petit baobab. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO était la semaine dernière au Togo avec la coalition et aussi le régime en place. Il y a eu quand même une réunion où la CEDEAO veut réellement avoir des solutions à la crise togolaise. Est-ce que vous pouvez nous dire, à travers le communiqué de la CEDEAO, ce que nous voulons entendre réellement, que la communauté togolaise veut entendre réellement, parce que s'il y a peut-être une confusion, parce que la CEDEAO a été claire, M. Kenao. Ok, pour une première fois, je vais te demander de me rappeler ce communiqué, parce que je ne l'ai pas eu à ma possession. Je n'ai pas eu ça à ma possession. Parce que je ne peux pas réagir sur ce communiqué comme ça. D'accord. Bon, peut-être que quand tu vas me rappeler le communiqué, je pourrai répondre. D'accord. On va aller du côté du professeur. Professeur, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Oui, je suis là. D'accord. Est-ce que vous avez les dessus du communiqué de la CEDEAO, le communiqué récent de la CEDEAO quand elle a croisé l'opposition et le régime en place? Oui, ils ont simplement dit que, étant donné que c'était la commission de la CEDEAO qui a rencontré les deux parties en conflit, en présence des représentants des deux facilitateurs, à savoir le facilitateur ghanéen et puis guinéen, respectivement M. Akufo-Addo et puis M. Condé. Donc il s'était agi de faire le point avec les deux parties, de recueillir les avis et les positions de chacune des parties, afin, n'est-ce pas, de constituer un dossier de recommandation et qu'on va soumettre à la commission des présidents. Mais avant cela, il y aura une rencontre où les deux facilitateurs seront à Lomé et il y aura un troisième ou un quatrième round de dialogue. Et c'est à l'issue de cette rencontre-là que les recommandations seront finalisées et seront soumises à la conférence des présidents de la CEDEAO au sommet prochain qui est probablement prévu pour la fin de ce mois et où le mandat de Faure Gnassingbé va finir, disons, expirer à la tête de la CEDEAO et pour faire place à Bouhari. Et en même temps, je pense que les résolutions par rapport à la crise togolaise vont tomber le même jour. S'il y a des recommandations à faire, ils vont les faire et en même temps donner une feuille de route de leur application et en même temps attendre ce qui va se passer. Donc pour le moment, la rencontre, c'était de recueillir les avis et en même temps d'informer
les parties en conflit que désormais la CEDEAO est sérieuse par rapport à son intention de résoudre la crise togolaise. Et donc nous attendons depuis, mais je ne sais pas, il y a un silence depuis la fois passée jusqu'à aujourd'hui. Bon, peut-être que les tractations continuent, mais il faut quand même que il faut s'attendre à l'arrivée des deux présidents alliés dans les tout prochains jours pour rencontrer les deux protagonistes avant même la tenue du sommet de la CEDEAO. Donc c'est ce qui va se passer. Selon les informations, bon, c'est le plan qui est là. Et nous tous, on attend et on est en train de grainer nos chapelets et on compte les jours. Alors, merci. Ah, mon cher Credo, Emmanuel. Oui. Credo. Oui, je suis là. Je crois que vous avez quelque chose au niveau du communiqué de la CEDEAO. Oui, moi, ce communiqué m'a plutôt donné une satisfaction que l'organisation sous-régionale donne au problème togolais. J'en étais tellement ravi que, si vous vous rappelez, quand vous nous avez demandé de donner notre mot de fin la dernière fois, mon feu et mes prières étaient que l'opposition s'abstienne d'appeler les gens dans la rue pour continuer les manifestations. Et j'avais une bonne raison pour dire ça. Parce que si au moins on a des gens qui veulent nous écouter, il faut à un moment qu'on temporise, qu'on se dise voilà, d'abord on parle de l'organisation de l'unité africaine ou qui a délégué les trucs à la CEDEAO. Au moins il y a quand même la commission qui s'est intéressée. Dès que la commission s'intéresse et qu'elle a raconté les deux protagonistes, je ne veux pas tellement regarder ce que le parti au pouvoir fait, mais au niveau de l'opposition, essayez d'aiguiser vos armes, tous vos moyens, pour attendre patiemment ce que cette commission va soumettre. Donc c'est pourquoi je disais que ce n'était pas la peine d'appeler les gens. Ils ont appelé les gens et ça n'a pas pu marcher. Je vais vous donner une petite une petite anecdote. Si vous êtes dans une basse-cour et à chaque fois vous criez épervier, la poule qui crie épervier, les poussons seront volés, l'épervier n'est pas là. Après, quand il y aura la vraie alarme, on ne va plus vous croire. Il faut qu'on retienne le souffle, qu'on économise les ressources du peuple pour l'assaut final. C'est pourquoi je trouve que, d'abord, quand on parle de la CEDEAO, c'est même pas, on n'a même pas d'autre choix. On n'a pas de choix. On est obligé d'attendre ce que la CEDEAO décidera et les partis doivent se soumettre à ça. Donc la CEDEAO, c'est absolument le dernier espoir des Togolais. Donc c'est pourquoi moi je suis ravi que la commission ait pris les choses en main et attendons ce que cette commission va faire pour donner des propositions au chef d'État. Merci. Merci Credo pour ces informations. Alors mon cher Kenao, je crois que au niveau, peut-être que vous avez bien appris au niveau du communiqué, bon, la CEDEAO a parlé de la transition au Togo en fin juin. Aussi, il faut trouver une solution idoine à la crise togolaise le plus tôt que possible. Et tout doit se faire dans les délais légaux. Et il faut aussi respecter des délais légaux et aussi la démocratie, comme ils l'ont bien dit. Il faudrait qu'il y ait des réformes constitutionnelles. Mais
au vu de la CEDEAO aujourd'hui qui vient résoudre la crise togolaise. Comme vous l'avez dit, que la CEDEAO n'a jamais été, en tout cas vraiment concret dans les résolutions des crises. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'anglophone, comme vous l'avez nommé le Boari, que vous avez dit, mais je dirais bien le président nigérien Boari qui va prendre la tête de la CEDEAO, on revient encore à la charge pour savoir si la CEDEAO est-elle crédible, est-elle impartiale dans cette prise de fonction pour que définitivement les crises en Afrique de l'Ouest soient résolues, M. Kenao? Voilà. Avant de répondre à votre question, vous devez savoir que la réponse à votre question se trouve à un point de l'ordre du jour. Hein? L'opposition, tu as dit quelque part que l'opposition togolaise a rejeté le communiqué de la CEDEAO, déjà. Oui, dans un point. Le refus de l'opposition pour que la CEDEAO assure la médiation dans cette crise. Voilà. Parce que, comme je vous le rappelle, pour l'opposition, la CEDEAO est déjà corrompue. J'arrive. Voilà. C'est pour te dire que, quelque part, la réponse se trouve là-dedans. Vous voyez, Serge, il faudrait qu'on soit sérieux. Il faudrait qu'on soit sérieux. Vous avez parlé de la transition. La transition avec ou sans fort au pouvoir. La CEDEAO ne l'a pas précisé. Oui, elle ne l'a pas précisé. Or, c'est tellement important. Mais au niveau même de mes points, j'ai dit la transition sans Faure Gnassingbé serait-elle possible? Voilà. Moi, j'ai annoncé. Donc, si tu comprends bien, voilà, dans l'entendement de la CEDEAO, cette transition-là sera conduite par Faure Gnassingbé. Une transition qui va être conduite encore par Faure Gnassingbé. Est-ce que... Non, c'est ce que ça veut dire. Sinon, la CEDEAO allait être claire. Oui, mais il faudrait qu'on revienne à l'achat parce que si Faure Gnassingbé a été président jusqu'à preuve de contraire, voilà, est-ce qu'il faille que Faure Gnassingbé puisse conduire cette transition pour aller où? Voilà, c'est pour te dire, quand je disais qu'il faut qu'on soit sérieux, c'est pour te dire que la CEDEAO, ce n'est même pas le communiqué final des résolutions, ce n'est même pas le communiqué final des résolutions. C'est un G, c'est un projet. Mais déjà, ça donne l'allure du communiqué final. La CEDEAO est claire. Une transition, sans dire, qui ne dit pas sans Faure Gnassingbé, veut dire tout simplement une transition avec Faure Gnassingbé. C'est ce que ça veut dire. Pour ceux qui lisent les textes. Parce que... Une transition sans Faure Gnassingbé. La phrase de la CEDEAO devrait être une transition sans Faure Gnassingbé. Si elle ne voulait pas que Faure Gnassingbé conduise la transition. Pour ne pas mettre la confusion dans la tête des gens. Oui, mais attendons, c'est Boari qui arrive. Non! Si la CEDEAO dit une transition tout court, ça veut dire qu'une transition avec le président en place. Je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Je continue. Monsieur Kenao, je continue. Je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Comment M. Boari prend fonction dans ce mois. Non, j'arrive, M. Kenao. Ouais. Écoutez, M. Boari prend fonction dans ce jour, à la fin de juin. La CEDEAO qui allait au Togo est toujours conduite par Faure Gnassingbé. Voilà. Donc, est-ce que cette CEDEAO sera celle qui est conduite par Faure Gnassingbé et celle qui doit être conduite par Boari, est-ce qu'elle va être toujours la même chose? Donc, je vais te dire une chose. Pour les organisations, ce sont les commissions qui travaillent. Les commissions sont sur le terrain. Est-ce que tu comprends? Les commissions rendent compte de ce qu'elles ont récolté sur le terrain. Maintenant, ce que je voudrais faire comprendre à nos téléspectateurs, c'est que quoi? C'est que quand on fait des jets de résolution, quand les phrases ne sont pas claires, elles nous donnent l'interprétation de la situation actuelle. Une phrase de la CEDEAO qui dit qu'une transition sans précision voudrait dire une transition conduite par le président, par la personne qui est en charge. Sinon, on allait dire tout simplement que c'est une transition. Enfin ça c'est la manière dont vous comprenez. Non, c'est ça. Les autres vont intervenir tout à l'heure. Ça arrive. Et de deux, c'est ça même qui a fait que l'opposition a rejeté
cette proposition d'emblée. D'accord. Parce que dans l'entendement du Togolais actuel, si la CEDEAO veut amener une proposition acceptable, peut-être la première chose devrait être la situation à la tête de l'État, Faure Gnassingbé. Mais le projet de résolution ne montre pas qu'il y a une solution même à la tête de l'État. Parce que tout le reste qu'ils ont cité, c'est dans l'entendement des gens. Tout le monde sait que c'est comme ça. Il faut respecter les délais légaux, il faut faire ceci, ceci. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qui se passe à la tête? Que la CEDEAO se prononce. C'est pour ça que j'ai plusieurs fois dit que la CEDEAO, c'est bien qu'elle nous aide, mais la CEDEAO ne peut pas répondre à l'aspiration du peuple togolais. D'accord. Telle qu'elle est, non. Atisso. Merci, M. Yawa. Je pense que les communiqués de la CEDEAO et le rejet de l'opposition, je pense que l'opposition ne devait pas rejeter la communiqué de la CEDEAO. Vous nous excusez, Atisso, on nous signale qu'on a quelqu'un rapidement en ligne. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, comment ça va? Présentez-vous, monsieur. Allô? Oui, présentez-vous. Oui, c'est monsieur Malik, j'appelle de New York. D'accord, Malik, vous appelez du Nord, vous voulez participer au grand débat? Oui, oui, je voulais intervenir un peu concernant le débat en cours. D'accord. Vous avez le micro, vous avez l'antenne, vous pouvez intervenir. Oh, je peux intervenir? Oui, allez-y, vous pouvez intervenir. Oui, je vous remercie pour m'avoir accordé cette opportunité. Je voudrais intervenir sur deux points. Le point sur l'exploration de la CEDEAO dans la crise togolaise. Et je voudrais dire que j'ai l'impression que nous allons vite aux besognes. Puisque la dernière visite de la CEDEAO est la première du genre après que les chefs d'État ont décidé de donner un cutis de médiation à la CEDEAO. C'est pour la première fois aussi que nous avions vu l'intervention de la commission de la CEDEAO dans cette affaire du Togo. Donc c'était une visite de protection sur le terrain pour essayer de voir les points de vue des protagonistes par rapport à la nouvelle médiation. Bien sûr, c'est la même CEDEAO, mais quelque part, il y a le mandat qui a été changé lors de du dernier sommet de la CEDEAO. Donc, je ne pense pas que l'opposition ait crié au scandale sur cette médiation de la CEDEAO. Nous tous, nous étions au courant que l'opposition a salué cette nouvelle médiation de la CEDEAO. Donc c'est pour apporter un rectificatif. Dire que l'opposition a crié que la CEDEAO est corrompue, tout ça là, non, je ne pense pas. Donc je pense que pour le moment, nous ne sommes pas à la phase de conclusion. Je pense que la conclusion ou bien la présentation du dossier ou bien du document se fera lors du prochain sommet de la CEDEAO. Donc c'est là-bas que je voulais apporter un rectificatif. Concernant l'autre point, le point sur la cessation des marches parce que la CEDEAO a pris cette affaire à main, je voudrais rappeler une chose. C'est seul le Togolais qui croit que lorsque sa case est en train de brûler et qu'il a un voisin qui manifeste sa volonté de l'aider à brûler le feu, et c'est seul le Togolais qui croit qu'il faut alors laisser les choses à ce voisin-là de le faire. Non. Nous avions une crise au Togo, une crise très profonde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les Togolais, surtout ceux qui sont sur le terrain, quand ils se lèvent et qui voient des choses qui se passent aux alentours, ils sont
comment on appelle là, ils sont en couleur, malgré que les militaires les empêchent de manifester leur couleur. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il n'a même pas l'hôpital. Nous sommes dans un pays où la corruption est érigée en système de gouvernance. Mais vous allez me dire que c'est parce que la CEDEAO a fait un pas pour venir nous aider dans cette crise-là que vraiment les Togolais c'est fini. Les Togolais doivent s'asseoir. Il faut voir la crise au Burkina. Quand les Burkinabés ont renversé le régime de Blaise Compaoré et que Djendjéré est revenu à la charge et que la CEDEAO avait manifesté sa volonté d'aider les Burkinabés à résoudre cette crise. Est-ce que les Burkinabés étaient restés les bras croisés pour laisser les choses à faire à la CEDEAO? Et puis vous, nous qui sommes à la diaspora, nous écoutons et nous voyons ce que le gouvernement togolais est en train d'exhiber à l'extérieur. Ils ont déployé d'impressionnants militaires, d'impressionnants forces de l'ordre, et ils s'en vont dans les chancelleries pour dire que voilà, le calme est revenu, les gens ne manifestent plus à Lomé. Donc nous allons rester les bras croisés pour donner ce cutis-là à ce gouvernement de continuer dans son mental. Je pense que non. S'il y a lieu de manifester, il faut manifester. Dieu merci qu'aujourd'hui les gens ne manifestent pas, mais les militaires occupent les rues. Dieu merci, parce que ça aussi, c'est une expression de ça ne va pas dans le pays. Parce que dans un pays normal, on ne déploie pas les militaires à longueur de journée. Nous ne sommes pas en guerre. Le Togo, est-ce que Faure Gnassingbé est en guerre contre un pays donné? Qu'ils nous disent. C'est tout simplement pour réprimer son peuple. C'est tout. Et les gens ne sont pas novices. Les investisseurs, ils savent ce qui se passe. Si moi je suis un investisseur et je sors, je vois les militaires dans n'importe quoi d'une ville, mais je vais déguerpir. Donc je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité-là. J'ai voulu tout simplement apporter ce point de vue-là. Je vous remercie beaucoup. Merci M. Malik depuis New York. Je crois que les informations que nous apportons ici sont des sources profondes. À qui de droit de donner sa vision personnelle parce que la parole est libérée. Atisso. Oui, monsieur Nyawa, et je disais que l'intervention de la CEDEAO, et je pense que la CEDEAO a intérêt à trouver une solution crédible au Togo, puisque avant, nous disons que la CEDEAO, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui ne s'occupait que de l'aspect économique des pays. Mais aujourd'hui, la CEDEAO s'est donné un rôle politique qu'il joue aussi au sein des États membres. Et vu la résolution de la crise, je le compare toujours en Gambie, comment la CEDEAO a intervenu pour faire partie Yaya Jammeh. Si aujourd'hui la CEDEAO n'arrive pas à trouver une solution acceptable au Togo, à la solution du Togo, la CEDEAO sera indexée de 2 poids 2 mesures. Donc, vu des pays qui font la cour à la CEDEAO, comme le Maroc, qui cherchait à intégrer la CEDEAO, malgré que l'Ouest n'est pas étendu jusqu'au nord. Le Tchad, entre-temps, avait manifesté de rentrer dans la CEDEAO. C'est comme ils voient en CEDEAO une crédibilité. Donc la CEDEAO doit arriver à faire valoir cette crédibilité que les autres États voient en lui. Donc ça c'est mon point de vue et c'est ce que la CEDEAO doit chercher à faire. Mais nous, les Togolais, nous savons que nous sommes dans une bataille. Donc nous ne devons pas croiser les bras en disant que la CEDEAO a pris tout en main et que la CEDEAO va faire partie fort. Non, la CEDEAO ne peut pas venir nous dire que aujourd'hui que à partir de fin juin, Faure ne sera plus président. Non, la CEDEAO va négocier quelque chose avec les protagonistes et voir à peu près l'argument des deux côtés et trancher. Et il doit chercher à trancher de manière à satisfaire les deux parties. Donc, nous les Togolais, nous devons être notre garde-fou, nous devons rester sur le qui-vive. Si la solution de la CEDEAO ne nous convient pas,
on doit redoubler d'efforts et aller encore chercher par ce que nous faisons. D'ailleurs, par les marches, c'est le seul arme que le Togolais lambda a aujourd'hui. Comme M. Malik l'a bien dit, quand Diendéré avait pris le pouvoir après le départ de Blaise, la CEDEAO avait envoyé une délégation conduite par le président sénégalais et qui a tenté de négocier quelque chose. Et la population burkinabé est ressortie massivement pour enrayer ça aussi. Ça veut dire que nous devons rester sur le qui-vive, que la CEDEAO vienne nous apporter une meilleure solution, on l'accepte. Et si la CEDEAO nous apporte une solution, que le peuple se voit que ce n'est pas ce que nous voulons, la lutte continuera. Je vous remercie. D'accord, la lutte va continuer. Merci à Tissot. Professeur, avant d'arriver à donner la parole à Credo Manuel, professeur, parlez-nous un peu de l'impartialité. Est-ce que cette CEDEAO dont on parle tant, la nouvelle CEDEAO qui vient réellement se positionner dans cette crise togolaise, pourra nous amener au bout de notre satisfaction? Oui, bon, merci. Moi, je pense qu'il y va de l'intérêt de la CEDEAO, il y va de la crédibilité de la CEDEAO d'être impartial dans cette résolution ou bien dans cette tentative de résolution de la crise togolaise. C'est-à-dire que la CEDEAO, si elle veut être une institution respectée, une institution qui est régie par l'éthique, qui est régie par la morale, qui est régie par la volonté de bien faire pour, n'est-ce pas, éviter des foyers de tension dans la sous-région, elle doit être impartiale. Ce que nous disons, le peuple togolais ne demande pas à la CEDEAO de tricher qui que ce soit en sa faveur. Le peuple togolais dit qu'il y a un argument qui est mené. Chacun mène son argument. Nous sommes en face d'un régime cinquantenaire. Un régime cinquantenaire qui a régné de père en fils sans partage avec une main de fer. Un régime dont les méthodes autocratiques et totalitaires deviennent de plus en plus graves chaque jour. Et donc le peuple dit, nous voulons une constitution que nous avions votée entre-temps pour nous soutirer d'un tel régime. Nous voulons que la CEDEAO regarde ce qui s'est passé et dise clairement la vérité. Entre le peuple togolais et le régime de la minorité pilleuse, qui a raison que la CEDEAO le dise. On ne demande pas à la CEDEAO de brimer quelqu'un au profit de... Non, on veut que le droit soit dit. On veut que la CEDEAO rappelle au régime que, à partir du moment où vous avez pris l'engagement sur vous de mater, de maltraiter, de tuer, d'assassiner les populations que vous êtes censés protéger, vous avez perdu toute légitimité de diriger ce pays. Par conséquent, il faut aller vers une alternance qui va apporter la paix dans le pays, non seulement dans le pays, la paix dans la région. Donc nous, ce que nous attendons de la CEDEAO, elle peut être partiale ou impartiale. Nous voulons que là où la vérité se situe, qu'on puisse nous livrer cette vérité-là. Parce que quand on dit vérité, même si vous allez en Indochine, en Chine, où elle sera la même si les gens sont honnêtes. On ne pourra pas changer la couleur de la vérité, quel que soit le pays où vous êtes, quel que soit celui qui est en train de traiter de cette vérité-là. Alors, on n'attend pas que la CEDEAO vienne dire, bon, nous avons pris fait cause pour le peuple togolais, nous allons prendre des mesures qui vont à l'encontre des intérêts de... Non, nous voulons que la vérité soit dite. Nous voulons que la CEDEAO mette l'intérêt du peuple togolais au-dessus de tout syndicat possible qu'il puisse avoir, afin que les marches que les gens ont enclenchées depuis le 19 août puissent être arrêtées, afin que les populations togolaises puissent vaquer librement à leurs occupations. Vous vous rendez compte? L'année scolaire, simplement cette année, ira jusqu'au mois d'août.
Le bac sera probablement dans le mois d'août. Dans un pays normal, une année qui commence en septembre, qui finit en septembre, 12 mois, vous avez vu ça où? Donc la CEDEAO doit prendre en compte tous ces problèmes-là pour dire que ça ne va pas. Alors trouvons une solution adéquate. Et moi, je n'ai pas de doute. Si la CEDEAO a pu trouver des solutions pour la Gambie, si la CEDEAO a pu trouver des solutions pour la Guinée-Bissau, je pense que le Togo n'est pas quand même, comment l'appelle-t-on, un ovni pour nous dire que bon, c'est un truc qu'on ne peut pas saisir. Non, il n'est non plus une ombre qu'on dit qu'on ne peut pas saisir. Si la CEDEAO veut, elle pourra trouver une solution claire. Et cette solution, c'est de dire la vérité à leurs amis que, s'il vous plaît, dans l'espace de la CEDEAO, nous ne voulons plus voir ça. Des présidences de façon illimitée, on n'en a plus besoin. Aller dans le sens du développement, comme le président Bouhari l'a dit. Moi, je pense que, je n'ai pas peur par rapport à ce que la CEDEAO va dire. Mais, je vais terminer par un avertissement. Si la CEDEAO passe outre pour donner l'impression qu'ils veulent confirmer ce que les gens disent là, il va trouver le peuple togolais intraitable, irréconciliable, et qui va se battre comme le peuple burkinabé en faisant fi de tout ce que la CEDEAO va faire pour qu'on puisse se libérer. C'est tout ce que moi je vais dire comme intervention pour le moment par rapport à la supposée partialité ou impartialité de la CEDEAO. Merci professeur. Nous avons quelqu'un en ligne rapidement avant d'aller sur Credo Emmanuel à Atlanta. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne? D'accord. Monsieur Emmanuel Credo. Oui. Alors, essayez un peu de nous donner un coup de souffle sur l'impartialité de la CEDEAO avec la nouvelle CEDEAO qui va nous parvenir à sa tête le président nigérian, M. Bouhari. Est-ce qu'on peut donner une crédibilité à cette nouvelle CEDEAO? Ok, avant d'en venir là, d'abord je voudrais faire un petit pas en arrière pour m'adresser à l'intervenant qui a téléphoné. D'abord, je ne sais pas où vous avez tiré l'information où l'opposition a rejeté la proposition de la commission qui s'est réunie le 2 juin. Je ne sais pas où. Moi, je n'ai vu ça nulle part. L'opposition n'a pas retiré et n'a pas rejeté cette proposition. L'opposition s'est présentée à l'invitation. Le parti au pouvoir s'est présenté à l'invitation. Chacun a fait, a présenté son cas. La commission dit qu'elle va contacter les facilitateurs et après, il y aura les facilitateurs qui convoqueront encore les protagonistes et après soumettront des propositions à la conférence des chefs d'État. Donc je ne sais pas d'où vient cette information que l'opposition a rejeté cette proposition de la commission. Ça, c'est un point. Monsieur Credo, c'est pas ce qu'il a dit, hein? Credo. Qu'il a dit. Credo. J'ai entendu ça ici qu'on dit que l'opposition a rejeté la proposition. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Ok. Il dit ce que tu es en train de dire maintenant là. Que les gens disent que l'opposition a rejeté, mais ce n'est pas ça. Oui, mais avant ça, non, c'est pas lui qui a dit ça, mais avant ça, il y a un intervenant qui avait dit que l'opposition avait rejeté ça. Non, c'est pas lui. Lui, il a dit la même chose que je dis. Je reviens sur le fait que l'opposition n'a jamais rejeté la proposition de cette commission. Et quand je parle du maintien sur des manifestations, soyons clairs, vous avez donné l'exemple du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La CEDEAO a voulu donner une feuille de route au Burkinabé. Les Burkinabés ont dit non. Nous allons
nous voulons un changement et nous l'aurons. Ce que moi je disais, c'est tout simplement, dès que, après la réunion des chefs d'État amenée en avril, et au moins on attendait 3 semaines pour que la commission fasse cette réunion, laissons les choses aller. Je dis que ça ne veut pas dire qu'on va croiser les bras. Quelle est la différence entre une opposition qui appelle les gens dans la rue le 7, le 8 et le 9, le 6, le 7 et le 9, et le parti a bouclé, le parti au pouvoir a bouclé tous les trucs et ça n'a pas eu lieu. La manifestation que l'opposition a voulu appeler, les manifestations n'ont pas eu lieu. Au lieu de vous d'appeler les gens pour des trucs que vous savez que ça n'a pas eu lieu et que vous n'avez pas d'autres recours pour l'instant. Donc, faites des consultations avec les partis là, essayez de mobiliser vos militants et les aider, les maintenir dans le qui-vive pour qu'ils soient prêts. Par exemple, on vient de déclarer la journée du 8 juin comme journée morte. Si les militaires se mettent dans la rue pour empêcher les populations de manifester, et s'ils vont aller les déloger de leur maison, s'ils vont montrer une journée morte, c'est une forme de protestation qui va quand même aussi donner un effet, sans mettre la vie des gens en danger, sans mettre toutes ces structures où les militaires sont là et ils font la pluie de beau temps, les civils ont peur. Donc, moi, je n'ai jamais dit qu'il faut cesser toutes les manifestations. Non, on ne peut pas cesser. Mais il y a d'autres formes qu'il faut avoir pour avoir la population sur le qui-vive. La CEDEAO, si je reviens maintenant à votre question d'impartialité, qu'elle soit partielle ou impartielle, mais laissons la décision tomber. Pourquoi nous courons? Laissons la décision des chefs d'État tomber. Là, comme ça, si aujourd'hui, après cette décision, le peuple aura le dernier mot, si la majorité du peuple trouve que nous ne sommes pas d'accord sur la feuille de route que la CEDEAO nous donne, donc la population, ça va bouillir. La population d'un coup se soulèvera et ce soulèvement sera tellement très fort que la CEDEAO saura que notre décision était malvenue. Donc laissons les choses, donnez un peu les choses, le temps aux choses de se faire. Donc c'est pourquoi il y a une manière de maintenir la population sur le qui-vive, sans les appeler à des manifestations que vous savez de toute façon que le parti a l'armée et l'armée va brimer, l'armée va tout faire pour empêcher ça et vous n'avez pas d'autre recours. Donc pourquoi continuer par appeler la population à des trucs comme ça qui n'auront pas lieu, que vous savez qu'elle n'aura pas lieu, vous n'avez pas les forces pour se poser. Mais si vous réservez vos efforts, qui veut aller loin ménage sa monture. Ménagez vos montures. Attendez que la CEDEAO donne le dernier mot. Et puis après, on criera à l'action finale. Avec toutes les fois. Il est bien beau d'être soit dans la diaspora ou bien être devant la lutte pour dire qu'il faut que le peuple aille manifester. C'est les gens qui sont devant qui sont tués. Il faut quand même avoir de l'humanisme, il faut quand même qu'on soit humanitaire, qu'on sache que si on tue les gens, bien sûr, il faut que ces gens ne soient pas morts en main. Pour ça, il faut qu'on laisse la situation bouillir et puis que le grand soulèvement sera irréversible. Je vous remercie.
Merci que demander Monsieur Kenao. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Sur ce point? Sur ce point, oui. Non, non. D'accord, d'accord. Monsieur Atisso. D'accord. Professeur. Professeur. Je suis là. D'accord. Est-ce qu'on peut analyser les propositions de M. Alassane Dramane Ouattara vis-à-vis de la crise togolaise? Est-ce que M. Alassane Ouattara est réellement clair ou bien il est dans ses propositions, vient réellement pour sauver le peuple togolais? Est-ce que vous pouvez rappeler ces propositions afin que si on donne des analyses, que l'audience ou bien les téléspectateurs puissent savoir de quoi il s'agit? Qu'est-ce que Alassane Ouattara a dit? Il faut les rappeler à nos téléspectateurs. Merci, professeur. Je crois que M. Alassane Ouattara est intervenu dans cette crise et il a dit il va falloir, ce n'est pas la CEDEAO qui viendra s'imposer aux Togolais quand il s'agit d'aller peut-être aux élections ou bien d'aller dans les urnes. Il demande aux Togolais de cesser les manifestations et d'entamer le dialogue jusqu'à ce qu'on puisse trouver une solution. Mais au même moment, M. Alassane de l'autre côté en Côte d'Ivoire, il est intervenu pour dire que si au niveau de la nouvelle constitution, cette nouvelle constitution l'autorise à faire 2 mandats jusqu'en 2020. Donc par rapport à ce qu'il a dit et à la résolution de cette crise togolaise, est-ce qu'on peut dire que M. Alassane Dramane Ouattara peut réellement aider par ses propositions à la résolution de la crise togolaise? Non, moi j'ai regardé M. Alassane Ouattara les yeux dans les yeux et j'ai vu en lui un homme qui n'est pas sincère. Il n'est pas sincère, d'autant plus que au même moment, il parle de on ne peut pas venir imposer cette solution-là aux Togolais, mais ils ont pu imposer des solutions à la Guinée-Bissau, il était présent. Je vais vous livrer un secret ici. Peut-être que les gens ne savent pas ce qu'Alassane Ouattara a fait. Lorsqu'il s'était agi de voter à Accra, je pense en 2015 ou 2014, voter la résolution qui limitait le mandat présidentiel à 2 dans la zone sous-région. Vous savez qui a voté? Alassane Ouattara avait voté contre cette résolution-là. Lorsque, comment l'appelle-t-on, la dame, la sud-africaine, en ce moment, elle était la présidente de la commission de l'Union africaine, Nkosazana Zuma. Lorsqu'elle a appris ça, elle était furieuse. Elle est allée à Abidjan pour demander à Ouattara, mais Ouattara, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous opposez à des mandats, à 2 mandats dans l'espace comme l'a proposé le texte? Ouattara a répondu clairement que non, je l'ai fait pour un ami, ce n'est pas pour moi. Fin de citation. Alors, des gens comme ça, moi personnellement, lorsque l'affaire Gbagbo Ouattara au moment de la crise, j'étais de ceux-là qui pensaient que non, Gbagbo ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Ouattara, il fallait que Ouattara aussi ait la chance. Mais je vous dis, j'ai déchanté. Ouattara m'a déçu. Sur le plan politique, moi, je n'ai jamais eu de déception. De plus de déception que celle que j'ai reçue de Ouattara. Ah bon? De par son comportement. Même au niveau même de la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est 0. Ce n'est pas sérieux. Alors, c'est pour vous dire que Ouattara n'est pas sincère. Ouattara a déjà doublé les Togolais par 2 fois dans la farine, en 2013 et en 2015. C'est le même Ouattara qui est venu convaincre l'opposition de participer aux législatives. Vous vous souvenez du CST? C'est le même Ouattara qui est revenu tromper l'opposition qui allait aux élections. Non, on va vous aider. Si vous gagnez, nous allons vous aider. C'est les mêmes Ouattara qui sont revenus. Devant eux, ils sont obligés à ce qu'on publie 14 les résultats de 14 bureaux de vote sur les 40. Ils étaient là, ils n'ont rien dit.
Au contraire, ils ont même menacé l'opposition. Si quelqu'un conteste les élections, ils vont faire quoi? Ils vont sévir. Bon. Si vous allez demander à des gens comme ça un avis quelconque pour la résolution d'une crise qu'ils ont créée eux-mêmes, moi je pense déjà que les dés sont pipés. Les dés sont pipés. Alors je n'attends rien de Ouattara, je ne le trouve pas sincère. À travers le développement que moi je peux te faire, ce n'est pas quelqu'un sur qui il faut compter. Maintenant, dans la CEDEAO, nous n'allons pas dire que nous allons trouver la couleur rouge sur tout le monde. Il y a des gens qui sont sincères. Il y a des gens qui veulent que le Togo sorte de l'ornière dans laquelle il se trouve depuis 50 et quelques ans. Et moi, je compte sur ces âmes-là. Je compte sur ces âmes-là pour qu'au moins une fois la vérité soit. C'est pourquoi moi, je par rapport à ce que la CEDEAO va dire. Maintenant, quand à Ouattara, les Ouattara veulent pêcher dans des autres troupes. C'est pourquoi il a jugé bon de sortir, faire cette interview-là, ou d'ailleurs, lui aussi, sachant qu'en Côte d'Ivoire, il ne pourra jamais faire 3 mandats, il est en train de dire qu'il va faire un troisième mandat. Au fait, il ne le dit pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pour brouiller les pistes au Togo. Parce que Guillaume Soro ne va pas permettre à Ouattara de faire 3 mandats, parce que c'est lui qui l'a installé. Ça, soyez-en sûrs. Il n'y aura pas de 3e mandat pour Ouattara. Soro ne va pas l'accepter. Pédier ne va pas l'accepter. Donc Ouattara l'a dit seulement pour détourner l'attention des choses, pour dire qu'au fait, Faure n'est pas le seul en train de vouloir faire un 4e mandat. Et je suis non. Ouattara sait qu'il ne pourra jamais. C'est dans ses rêves. Et ça va devenir un chemin pour lui si jamais il ose. Parce que Soro ne va pas dire yes pour des trucs comme ça. Et il aura raison de ne pas dire oui, des bêtises comme ça. Alors je dis, Ouattara peut gesticuler, il peut dire ce qu'il veut. Le peuple togolais peut dire ce que nous faisons, c'est que si la CEDEAO essaie de nous dribbler parce qu'il veut protéger un ami, nous allons nous montrer intraitable et réconciliable. C'est tout ce que moi j'ai dit et c'est ce que le peuple togolais dit. Alors, nous allons saluer la décision de la CEDEAO si elle va dans le sens du traitement durable de la crise. Mais si c'est pour s'occuper sur la plaie, il ne faut même pas essayer. Pour nous rester tranquilles et nous allons trouver des moyens pour enfin mettre fin à la gabégie à la tête de l'État, au désordre dirigé à un système de gouvernance au Togo. Nous allons mettre fin à ça. Mais surtout, il faut le savoir, c'est assez grave pour nous y aimer et on va y parvenir. Merci, professeur Hassigbalo, on va y parvenir. Monsieur Kenao, sur l'analyse des propositions de monsieur Alassane Dramane Ouattara qui parle de la limitation de 2 mandats. Il parle aussi, il dit aux Togolais d'aller aux urnes, car c'est aux urnes doit se manifester la vérité. Quand il s'agit aussi de fraude de briguer le 3e mandat, la responsabilité est remise aux Togolais. Les Togolais doivent prendre leur responsabilité parce que ce n'est pas la CEDEAO qui va essayer de résoudre ce problème. Ça, c'est venu de M. Ouattara. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bien sûr, mais quelque part, Ouattara n'a pas tort. La CEDEAO ne peut pas venir remplacer le président d'un État membre. Même Macron l'a dit, on va arriver tout à l'heure sur... Même la CEDEAO ne peut pas. Tout ce qui est étonnant, c'est quand il dit que la constitution ivoirienne ne lui interdit pas. On reviendra là-dessus. Ça, c'est le dernier point. Voilà. C'est là que je trouve que, bon, je ne sais pas là où il va venir. Non, il a dit qu'il faudrait qu'il ait une limitation de 2 mandats au Togo. Il faudrait qu'il ait une limitation de 2 mandats. Mais il faudrait que les Togolais aillent aux urnes pour que la vérité se manifeste aux urnes. Alors que dans les urnes, on n'a jamais eu la vérité comme vous l'avez constaté. Voilà. Mais tout ce que je peux dire, c'est que moi, je le répète. Et quand il s'agit du 3e mandat, c'est difficile pour moi de comprendre comment les chefs d'État qui sont des amis vont se retrouver, ça je le dis encore. Faure Yassingbe parle anglais, Bouhari parle anglais, Alassane Dramane Ouattara parle anglais. Non seulement ça,
Les uns, Le gardien parle anglais. les uns, Est-ce que Ford parle anglais? Non, Ford il parle anglais. quand tu parles anglais ou pas? Oui. Non, attends, parce que il y avait une Gilles Olympio était, on n'était pas. Non, ça c'est autre chose. Il trouve du travail. Laisse Kenao, allez-y. Voilà. Vous savez, je vais demander, par exemple, je voudrais que le professeur suive bien mon intervention. Vous êtes professeur. Vous allez tous, vous professeurs, du même niveau, vous retrouver pour des séances de travail. Je vous vois très mal, moi je vois très difficile à vous, monsieur Moussa, de dire à votre collègue professeur, mais vous savez, vous aussi, vous êtes trop sévère, hein? Vous donnez trop de faibles notes aux enfants, à vos étudiants. Je vois très difficile, alors que vous-même, vous donnez aussi de faibles notes à vos étudiants. Je vois très difficile comment, entre vous amis, mangeant ensemble, vivant ensemble, vous allez lui dire, bon, peut-être que vous allez trouver notre carnaval, pour le lui dire, mais je vois très difficile. Bon. Vous allez intervenir bientôt. Une allusion quelque part là. Voilà. C'est-à-dire que moi je trouve très difficile Ouattara qui considère fort comme son élève, comme la relève, ceux-là qui vont prendre leur relève et maintenir l'Afrique, la France-Afrique. Je vois comme mal comment ce Ouattara va dire à son élève, bon, toi aussi il faut quitter. Comment là sera, voilà. Bon, vous pouvez intervenir maintenant. D'accord. Vous avez été interpellé, allez-y une seule minute. Bien sûr. Chez nous, on dit que si la vérité est déposée sur les caca, tu peux utiliser ta langue pour l'enlever de là. C'est-à-dire que si Ouattara ne peut pas dire la vérité à Ford parce que c'est un ami, c'est grave. Alors Ouattara ne mérite même pas d'être président en Côte d'Ivoire. Professeur, est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume de votre ordinateur parce qu'on a des échos qui nous reviennent ici, dans le studio? Attendez, je vais essayer d'aller diminuer le volume. D'accord, allez-y, monsieur le professeur. Donc je disais que même si la vérité se trouvait sur le caca, tu peux utiliser ta langue pour l'enlever de là. Parce que la vérité, on ne blague pas avec la vérité. En tant que professeur, lorsqu'on se réunit entre amis, si vous savez pertinemment que quelqu'un est en train de nuire aux élèves, aux étudiants, non, vous allez lui dire la vérité. Nous avons des conseils. Des conseils pour pouvoir dire à celui-là que non, ce n'est pas de la même manière. Vous pouvez aimer, on nous apprend quoi? Que même si c'est ton papa, quand il s'agit de la vérité, il ne faut pas mentir parce que c'est ton papa. C'est ce qu'on nous a appris. Maintenant, si le président, c'est parce que si Ouattara ne peut pas dire la vérité, c'est parce que Ouattara lui-même, il a envie de faire un 4e mandat comme il a dit. Sinon, qu'est-ce qu'il écoute de dire la vérité? Quand Bouhari l'a dit, est-ce que Bouhari est fort ne se bat pas? Ils sont des amis aussi. Mais Bouhari a osé dire que non, désormais on accepte des transitions mouvementées. Il faut quand même qu'on puisse avoir la paix pour se consacrer au... Est-ce qu'en fait Bouhari a dit qu'il n'y aura pas, qu'il a fallu des mandats? Oui, bon maintenant, moi je pense que les c'est la commission, c'est la commission qui allait raconter la coalition avec le gouvernement en place. Okay. Mais on attend l'arrivée de Bouhari. Allez-y, professeur, continuez. Non. Il faut leur apprendre à accepter la vérité. C'est pourquoi on leur fait confiance pour qu'ils président au destiné des États. Si on ne peut pas leur faire le minimum là, c'est qu'ils ne méritent même pas d'être président. Alors ils sont des gens qui ne sont pas sincères et ce n'est pas bon. D'accord. Je crois que on vous arrache le micro. Votre minute à Tissot. Merci, M. Nyawa. Moi, l'analyse que je fais de ce que Ouattara dit, tout d'abord, Ouattara avait dit que en 2020, il va quitter, qu'il ne sait même pas on reviendra sur la position de Ouattara, parce que c'est le dernier point. Non. Par rapport à ces propositions, la limitation de 2 mandats au Togo, il faut permettre aux Togolais d'aller aux urnes parce que c'est aux urnes se manifeste la vérité. Et quand il s'agit maintenant au président Ford de faire briguer un 3e mandat, cela relève de la responsabilité des Togolais. Oui, je crois que M. Alassane Ouattara n'a rien à dire plus que ça. Parce que
pour conquérir le pouvoir, il faut aller dans les urnes. Donc Ouattara ne peut pas dire aux Togolais d'aller prendre les armes contre Faure Gnassingbé. C'est ce que Ouattara peut dire, mais il a bien précisé que si Faure allait encore se représenter, ça c'est le problème des Togolais. Donc Ouattara a bel et bien raison de nous dire que c'est dans les urnes qu'on peut aller prendre le pouvoir. Et là où je ne le condamne pas, il a dit que si Faure va encore se présenter, ça relèvera de la responsabilité des Togolais. Donc, il nous a mis devant deux faits. Si nous allons laisser encore Faure aller, c'est nous. Mais aucun pays dans le monde ne peut dire que officiellement que aller prendre des armes pour prendre le pouvoir. Or, ou bien la rue allait déposer le président pour prendre le pouvoir. Ce qu'il a dit, moi je ne le condamne pas du tout. Mais c'est aux Togolais d'exploiter la deuxième partie de son message. C'est proposition. Si Faure allait se présenter encore, c'est aux Togolais d'être responsables. Donc, de prendre leur responsabilité. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est notre point, le point que nous devons exploiter pour empêcher Faure de ne pas aller. Mais, moi, je vous le dis et je le dis, si on dit toujours que à Sigbalolo, moi, je ne veux plus utiliser ça. Parce que ceux qui utilisent la force sont respectés. Je donne l'exemple de la Corée du Nord. La Corée du Nord utilise la force. Il dit il va faire ceci, il va faire ceci. La Corée du Nord est respectée. Le petit prince de la Corée du Nord est invité par qui? Le président américain, le président du pays le plus puissant du monde. Parce que il fait la tête, il ne dit pas à Sigbalo, il dit on va vous affronter. C'est ce que nous devons faire. C'est ce qu'on vous demande. Est-ce que c'est la Sigbalé qui va réellement... Voilà, Asigbalo ne peut plus faire quoi que ce soit à Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé... Donc c'est Agbavia qui arrive. Oui, si on dit Agbavia, je serai dans ces groupes maintenant. Est-ce que vous avez cette force-là? Est-ce que vous avez cette force d'Agbavia? La force d'Agbavia, ce n'est pas quelque chose de... Monsieur Nyawa, je vais expliquer quelque chose de Togolais. Parce que Faure, il est là, il est posé, il a toutes les forces. Oui, personne ne les inquiète. Voilà. Donc, et il est encore président de la CEDEAO. Et on dit à Sigbalo, moi, je disais ça avant, mais nous devons commencer par changer. Donc, en faisant quoi? En utilisant la force contre la force aussi. Donc si on aura des jeunes qui seront prêts à affronter. Donc, ce n'est pas tout que je vais dévoiler ici sur les plateaux. Nous, on ne veut pas de la Bavia. Nous devons avoir la Bavia au Togo pour résoudre nos problèmes. Ce que je voulais dire aussi, et ça concerne toutes les opposants. La nouvelle révolution est mise en marche, allez-y. Oui, ce que je voulais dire à tous les opposants de l'Afrique, c'est que à un moment donné, nous devons nous arrêter et se mettre dans la peau de celui qui nous gouverne. Dire que si je suis à sa place et que ceci arrive, qu'est-ce que je vais faire? Alors, si tu trouves ce que tu vas faire, tu peux faire des plans et contrecarrer celui qui est au pouvoir. Nous, on se met derrière seulement et on dit on va faire la révolution, ou bien on va faire ceci. Il faut se mettre dans la peau de celui qui est en train de faire du mal, de gouverner. Voilà. Et alors là, on peut trouver des solutions pour contrecarrer ce qu'il est en train de faire. Monsieur le professeur avait intervenu. J'avais pris deux choses dans son intervention. Il a dit la vérité. La vérité. Ce qui est la vérité pour les Togolais, je ne pense pas que c'est ce qui est la vérité, c'est ce que les Ouattara voient que c'est ça la vérité. Oui. Parce que la preuve, certains Togolais en intervenant... C'est les Togolais qui en souffrent. Oui, les Togolais, nous on sait que la vérité, Faure doit partir. Mais Macron, dans son intervention avec les jeunes Togolais à Québec, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux jeunes qu'il ne représente pas la totalité des Togolais. Donc, ce qui veut dire que les pays étrangers, les autres
pense que le pouvoir a une popularité aussi. Donc c'est ce que nous devons faire voir aux étrangers, à l'opinion internationale, que la population togolaise a vraiment besoin d'aide. Et la crise togolaise, je le dis, ne peut pas se résoudre sans la communauté internationale. Ça, nous devons garder ça. Mais l'opposition... Alors en ce moment, il y a une confusion parce que si vous parlez de la force, vous c'est ce que je dis. La Bavia, ça veut dire attends, je vais venir. Vous êtes prêt? Laisse-moi finir. Allez-y. Je dis, la crise togolaise ne peut pas se résoudre sans la communauté internationale. Donc, si, ce que je dis, si l'opposition aussi a une force et qui dit qu'on va affronter le pouvoir, alors là, la communauté internationale va intervenir pour trouver une solution adéquate. Mais si on dit chaque fois à Sigbalo, la communauté internationale ne va pas intervenir. La preuve, la fois dernière, quand au Mali, quand les manifestations sont réprimées par le pouvoir, tout le monde entier s'est levé pour condamner ça. Mais au Togo, les manifestations sont réprimées depuis des années, mais ils ne condamnent pas ça. Même le président malien a voulu changer la constitution. Parce que le Mali... Mais les Maliens se sont imposés. Voilà, le Mali, il y a des forces. Allez-y. Il y a des forces. Tout le monde est armé. Il y a les rebelles, les Touaregs qui sont armés. Donc, c'est pourquoi tout le monde s'est précipité pour condamner ça. Donc, au Togo, nous devons, ou bien une certaine partie de la population doivent incarner la force pour la force. D'accord. Merci donc. Mais oui, je ne condamne pas aussi les partis politiques. Un parti politique ne doit pas utiliser Agbanvia. Donc, si quelqu'un veut utiliser Agbanvia, ne doit pas endosser la responsabilité d'un parti. Monsieur Kenao, vous voulez intervenir? Est-ce que vous avez fini? Allez-y. En quelque sorte. D'accord. Monsieur Kenao, avant qu'on aille du côté de Credo, vous voulez intervenir? Tout ce que je peux dire, la crise togolaise, je vais vous surprendre, vous tous à la maison et les panélistes. Yves Kenao va vous surprendre encore. La crise togolaise n'est pas une création togolaise. La crise togolaise nous serait donc être résolue par les Togolais. La crise togolaise est une création internationale étrangère. Donc elle ne peut pas être résolue par l'internationalisme. C'est la communauté internationale qui peut régler le problème togolais. Les Togolais ne vont pas vouloir, certains Togolais ne vont pas vouloir entendre cela. Mais s'il vous plaît, c'est la triste réalité. C'est une vérité avec grand V. La preuve, ce qui se passe au Togo, le tiers ne s'est pas passé dans sous d'autres cieux et la communauté internationale a réagi pour mettre de l'ordre. Je vous donne, tu as parlé du cas du Mali. Les enjeux au Mali sont très grands pour que la communauté internationale se taise. Le cas de la Côte d'Ivoire. C'est un cas spécial, le cas de la Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire, c'est une création internationale qui a été résolue par la communauté internationale. Le cas du Togo est une création internationale. Et la communauté internationale n'est pas prête à régler le problème du Togo. Donc, ça veut dire que l'Agbanvia ne viendra jamais. L'Agbanvia ne vient que par l'intermédiaire eux-mêmes. Non, non. Agbanvia ne vient que par la communauté internationale. C'est la communauté internationale qui vend les armes. Aucun groupe togolais ne fabrique les armes. Non, pas fabriqué. Aucun groupe togolais, aucun individu togolais ne peut faire rentrer une arme au Togo sans que la communauté internationale ne sache. Ils se taisent. Ils se taisent parce que c'est eux qui vendent. Même sur le marché noir, des conteneurs que nous envoyons, la communauté internationale sait ce qui est dans le conteneur. Mais on se tait. Donc, nous, Togolais, nous sommes en train là de parler, c'est bon,
il faut réveiller les gens, il faut parler de l'histoire, mais il faut aller à la pratique. Il faut aller là où se trouve le problème. Le problème n'est pas à Lomé 2. Le problème n'est pas chez Fort. Le problème n'est pas chez Adjamagbo. Le problème n'est pas dans la rue. Le problème togolais se trouve ailleurs depuis les indépendances jusqu'à ce jour. D'accord. On va encore dans l'histoire togolaise. Non, c'est pas l'histoire. Je vous dis. Depuis nos indépendances jusqu'à ce jour, je vous dis que ce qui arrive à Lomé, si c'était sous d'autres cieux, la communauté internationale avait déjà réglé cela. On allait déjà envoyer même les casques bleus de l'ONU. On allait déjà envoyer des choses. Mais comme le Togo est un cas spécial, la communauté internationale se tait. Jusqu'à un jour, jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais entre nous Togolais, nous n'allons jamais régler ce problème. Jamais. D'accord. Monsieur Credo Emmanuel. Oui. Credo? Oui, je suis là. D'accord, est-ce que vous voulez intervenir? Sinon, on va passer à une autre question. Juste dire que avec la situation togolaise, moi, je ne vois pas une opposition ou bien une résistance armée réussir à déloger le régime en place au Togo. Il faut être optimiste mais réaliste. L'armée que nous avons au Togo, ce n'est pas la même armée que les pays de la sous-région ont. Dès que on commence par dire que nous allons bradir, quels que soient des fusils de chasse ou bien quoi que ce soit, on utilisera ça pour... S'il y a une guerre civile au Togo, elle sera une guerre de l'armée contre les civils. Ce n'est pas anti-civil. C'est l'armée qui va anéantir, terrasser les civils. C'est pourquoi moi je dis que nous sommes obligés de laisser la CEDEAO, que ce soit une CEDEAO qui est partielle ou bien impartiale, nous donner leur dernier mot. Après, lorsque ce peuple va se lever d'un bloc, on tue les gens ici, là, les morts se comptent et quand on ajoute les nombres s'élèvent. Si la population avec une bravoure affronte cette armée, les mains nues, et que on marche et que cette armée tire là-dessus, combien de personnes cette armée peut tuer à la fois dans une marche? À part que quand tu prends des fusils, que ce soit des fusils d'assaut, des fusils mitrailleurs, il y a des balles qui s'envoleront. Il y a des balles perdues. Il y a des balles qui partiront. Combien de personnes on tuera dans une masse avant que, au moins, on va soulever avec une force et vraiment qu'on ne peut pas égaliser et puis déraciner ce régime. Moi, je trouve que c'est une fait comme ça qu'on peut imaginer. Mais si on dit, voilà, on va armer des gens pour aller faire créer une guerre civile ou bien affronter, ça sera l'armée contre ces gens, contre la population civile. La situation, elle, est obligée de passer par la CEDEAO. Comme nous appelons aussi la communauté internationale, quand vous dépassez vos frontières, vous êtes déjà dans le domaine de la communauté internationale. Donc, laissons la CEDEAO donner son dernier mot. Que moi, je crois qu'avec les exemples qui ont suivi, il y aura quand même quelque chose qui va se passer. Si ça ne se passe pas, on prendra le sol de la CEDEAO
sur les faits accomplis, le peuple se prononcera. Le peuple aura son dernier mot. Mais en attendant d'avoir ce dernier mot, essayons de nous rassembler, de guiser, d'unir nos forces pour un soulèvement final. C'est ce que moi je trouve qu'il y aura comme issue pour sortir de crise ou bien pour avoir un changement au Togo. Je vous remercie. Merci donc, Monsieur Credo Manuel. Comme on l'avait dit sur ce plateau, avec les manifestations, un soulèvement populaire où la population est toujours dans les rues, ça fait que l'économie bascule et d'un moment, ceux mêmes qui se disent communauté internationale vont intervenir du point de vue du fait qu'ils ont leur intérêt qui est menacé. Alors, on va essayer d'aborder un autre point. Si il advenait qu'à la fin de 2000, jusqu'en 2020, c'est-à-dire à la fin de 2019, et qu'il y ait une transition sans Faure Gnassingbé, ou bien une transition avec Faure Gnassingbé, quelle serait normalement la bonne solution à cette transition? Est-ce qu'il faille qu'on fasse une transition sans Faure Gnassingbé, ou bien qu'on fasse une transition avec Faure Gnassingbé? Le professeur, on va aller rapidement pour ce point-là. Ouais, parce qu'on a 2 points maintenant qui nous restent. De la manière dont cette transition va être conduite. Nous avons toujours dit que le peuple togolais, c'est un peuple qui est patient et qui sait pardonner. Ce n'est pas un peuple revanchard. Mais ça dépendra des conditions dans lesquelles Faure Gnassingbé a négocié sa sortie. C'est-à-dire que si le peuple dit « nous ne voulons pas de transition avec Faure », c'est parce que quelque part, il aurait posé des actes qui lui ont totalement enlevé la légitimité, n'est-ce pas, de présider au sommet de l'État. Mais si jamais il revenait à de meilleurs sentiments, le peuple togolais est prêt parce qu'il est aussi un fils de la nation. Donc, au fait, nous disons aux gens que nous ne sommes pas animés par un esprit revanchard ou quoi que ce soit. Nous voulons simplement que ce que la minorité pieuse est en train de faire au Togo cesse afin que tout le peuple togolais, la majorité, puisse au moins dire son mot. C'est tout ce que nous voulons. Alors, transition avec ou sans Faure, tout se trouve dans le comportement de Faure Gnassingbé. Ce qu'il est en train de faire, je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Parce que si on nous dit qu'un certain Nkurunziza du Burundi peut créer une surprise, c'est-à-dire que 2 jours seulement après avoir promulgué une constitution qui lui donnait droit à 2 mandats de 7 ans, vous n'allez pas croire. Donc moi, j'ose croire que malgré tout ce que Faure a déjà commis comme exaction sur les populations togolaises, le peuple togolais est encore prêt, n'est-ce pas, à lui montrer une porte de sortie honorable. C'est-à-dire qu'il va sortir et devenir un ancien président pour qu'on puisse avoir une référence désormais que nous aussi nous avons un ancien président. Il y a d'ailleurs une association qui a été créée il y a un moment qui disait qu'il voulait créer un truc là pour des anciens, il veut lutter pour, c'est pas les intérêts des anciens présidents. Ils veulent que le Togo ait un ancien président. Donc ça va dans l'intérêt de Faure Gnassingbé. Alors, la transition que nous voulons, nous la voulons apaiser. Nous voulons une transition qui va aboutir nécessairement, inéluctablement vers l'alternance au sommet de l'État. Si le maintien de Faure pour une transition va nous conduire là, le peuple togolais sera le seul juge. Mais si c'est une transition avec Faure qui va essayer d'hypothéquer, n'est-ce pas, ces résultats-là, nous disons non, d'ores et déjà. Et nous disons que, alors, il va falloir créer des conditions pour que le départ de Faure soit plus tôt que prévu. C'est-à-dire partir avant même 2019.
Comme ça, nous savons que nous aurons une transition apaisée et que tout le peuple congolais, y compris les partisans acteurs du FPTI, puisqu'ils font partie du peuple, ils pourront, de façon démocratique, sans effusion de sang, sans choisir ses propres dirigeants démocratiquement qui pourront présider aux destinées de l'État togolais. C'est ce que moi je dis. Donc alors, la balle est plutôt dans le camp de Faure Gnassingbé. D'accord. La balle est dans le camp de Faure Gnassingbé. Nous allons maintenant parler de M. Alassane Dramane Ouattara qui a fait une sortie récente dans Jeune Afrique qui a dit la nouvelle constitution m'autorise à faire 2 mandats en 2020. Mais il n'a pas dit je me présente, je suis candidat en 2020. Mais il dit la nouvelle constitution m'autorise à faire 2 mandats en 2020. Monsieur Atisso. Merci, monsieur Nyawa. Cette histoire me rappelle l'histoire de monsieur le président rwandais Kagame, qui avait été interviewé sur RFI, qui disait qu'il ne voit pas quelqu'un qui va le convaincre pour aller encore à un autre mandat. Et le jour-là, je me suis dit, pourquoi il a tenu ses propos? Et quelques années après, on a vu ce qui s'est passé. Et on l'a plébiscité même. L'opinion internationale l'a plébiscité. Il pouvait être encore président jusqu'en 2030. Alors que Nkurunziza, moi je l'appelle encore un autre Sankara. Les gens peuvent le juger de leur manière, mais Pierre Nkurunziza, moi je le nomme un autre Sankara. D'accord, revenons sur M. Alassane Ouattara. Oui, donc quand Alassane Ouattara dit ça, que non, la Constitution l'autorise encore à se présenter, alors que bien avant cela, le compteur sera mis à zéro. Le compteur sera mis à zéro, voilà. Parce qu'il y a une nouvelle république. Voilà. Il a tout à fait raison juridiquement. Mais politiquement, mais ce que vous ne savez pas aussi, au niveau de la première constitution qui a été mise en marche, dans son article 35, ça dit que le président peut être élu une seule fois, mais il ne peut plus briguer un deuxième. Il peut briguer un deuxième mandat, mais après ce mandat, il ne peut plus briguer un troisième mandat. Ça, c'est l'ancienne constitution. Dans la nouvelle constitution, cela a été dit. Dans la nouvelle constitution. Oui, cela a été dit. Pourquoi je dis qu'il a raison juridiquement? Parce que c'est une nouvelle république. Donc les compteurs est venu à zéro. Et c'est ça le problème au Togo. C'est pourquoi les Togolais veulent que on amène l'ancienne constitution. Si on amène l'ancienne constitution, ce serait la constitution de 92. Et donc, il n'y a pas question de rétroactivité. Il n'y a pas question de nouvelle république. Il n'y a pas question de nouvelle république. Mais, si on n'arrive pas à faire venir la constitution de 92, qu'on vote une nouvelle constitution, les compteurs seront à zéro. C'est pourquoi, au Togo, nous devons lutter pour avoir la constitution de 92. Si on veut faire partie fort légalement. Mais Faure n'est pas arrivé à la tête du Togo légalement. Donc on peut le faire partie par tout moyen. Il est dans la constitution qui gouverne aujourd'hui. Donc on peut le faire partie par tout moyen. Donc un Togolais qui a quelques moyens que ce soit pour faire partie fort, soit la bienvenue. D'accord. Mais dans le cas d'Alassane Ouattara, si les Ivoiriens aussi luttent pour faire venir la constitution d'avant, alors là... Non, c'est pas question de dire que les Ivoiriens vont lutter. Cette constitution, l'article 35, elle est en vigueur dans la nouvelle constitution. Ça veut dire que si vous avez déjà brigué 2 mandats, dans la nouvelle constitution, vous ne pouvez plus briguer un deuxième mandat. Mais c'est ce que je veux faire comprendre. Ce que je dis... Je répète encore, M. Kenao. C'est le deuxième mandat, en 2020, ça finit. Là. Monsieur Nyawa, en 2020, c'est le deuxième mandat que je dis. C'est même chose qui se passe au Togo. C'est même ce qui se passe au Togo. La nouvelle constitution, au moment où la nouvelle constitution est adoptée,
ça repart à zéro. Donc c'est le même cas au Burundi aussi. Nkurunziza vient de promulguer une nouvelle constitution, c'est une nouvelle république. Il a le droit, il recommence à zéro. Mais étant un autre Sankara que je qualifiais, il nous a dit, et je le crois sincère, qu'il ne va pas aller. Il ne va pas aller. Quand il s'agit de Nkurunziza, je peux donner ma tête à concrètement d'accord il dit en 2020, il ne va plus se représenter. Monsieur Atisso, oui, je suis concrètement d'accord à ce que les compteurs soient mis à zéro dans la nouvelle constitution. Mais le cas de la Côte d'Ivoire est un cas totalement spécifique. Similaire au cas togolais. Spécifique. Non, je dis bien spécifique. Qu'est-ce qu'il explique? L'article 183 de la nouvelle constitution l'article 183 de la nouvelle constitution qui est similaire à l'article 133 dans l'ancienne constitution. Il dit que la législation actuellement en vigueur reste applicable sauf si elle contient des propositions contraires à la nouvelle constitution. L'article dans la nouvelle constitution, l'article 35 est mis en vigueur. Ça voudra dire que si M. Ouattara a déjà fait les deux mandats, que ce soit la nouvelle constitution ou l'ancienne constitution, il ne peut plus publier un troisième mandat. De toutes les façons, attends, laissez-moi finir. Monsieur Serge, tout ce que tu dis là, c'est beau. Mathématiquement, quand est-ce que Ouattara a entamé son premier mandat de la nouvelle constitution? Ouattara n'a pas entamé un mandat dans la nouvelle constitution, monsieur Kenao. Mais puisque l'ancienne constitution est mise en vigueur. Non. Mais ça y est dedans. Attends, je vais te dire une chose. Monsieur Ouattara a pris le pouvoir, disons, on a chassé Gbagbo en 2011. Oui. De 2011 en 2018, ça ne fait que 7 ans. Ou bien. Donc, même si on appliquait, et le mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, disons, c'est 4 ans ou 5 ans. C'est 4 ans ou 5 ans? 5 ans. 5 ans. Oui, c'est 5 ans. Même si on appliquait la nouvelle constitution, l'ancienne constitution, Ouattara n'a pas encore fait 2 mandats. Non, son deuxième mandat s'arrête en 2020. Parce que son deuxième mandat s'arrête en 2020. Oui. Mais, entre le premier mandat, entre 2011 et 2017, Ouattara a changé de constitution. Donc ça veut dire que pas Ouattara, le pays a changé de constitution. Le pays a changé de constitution. Ça veut dire qu'il a dit que Ouattara a changé de constitution. Oui. Et vous voulez revenir si le pays a changé de constitution? Monsieur Kounao, allez-y. Voilà. Donc Ouattara a changé la constitution. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Ça veut dire que si aujourd'hui Ouattara veut, comme l'article 35 ne dit pas en aucun cas, comme le Togo. C'est pourquoi le Togo l'a mis en aucun cas. Le petit, il est malin. Donc, Ouattara peut se présenter parce que l'article 35 ne dit pas quand. L'article 35 dit nul ne peut briguer un troisième mandat. Nul ne peut briguer un troisième mandat après 2 mandats. Voilà. Mais il n'y a pas le mot en aucun cas. Non, mais même s'il n'y a pas le mot en aucun cas, mais tu ne peux pas briguer un troisième mandat. On va aller laissez-moi finir mon intervention. Allez-y. Oui. Bon, je voulais dire aussi que... Soyez un peu plus spécifique sur ce que M. Ouattara a dit. Oui, monsieur le professeur l'a déjà dit. Voilà. Monsieur le professeur l'a déjà dit que Guillaume Soro ne va pas laisser Alassane Ouattara à briguer un autre mandat. Et je l'ai dit aussi que au cas où il y a 2 forces en présence qui vont s'affronter, la communauté internationale va intervenir. En Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a les armes partout. Et que si... Ah oui, ce que vous dites, il a les armes... Il y a des armes partout. Oui. Il y a des dépôts d'armes partout. Chacun a ses armes chez eux. Oui, la preuve, il y a le Toulsoussou, il y a tout. Ouais. Guillaume Soro a des armes. Donc, au cas où... a des armes, c'est ce que vous voulez dire. Au cas où les deux... Guillaume Soro a été ministre de la Défense. Il a été... Donc il a des armes à la tête de la rébellion. Il a son armée. D'accord. Bien sûr, personne ne va le contredire. Donc, en ce moment-là, il y a 2 forces en présence qui peuvent s'affronter, ce qui n'est pas le cas au Togo. Donc, ici,
si Guillaume Soro dit non, Ouattara ne peut pas, et Alassane Dramane Ouattara ne peut plus se présenter, donc il va s'appuyer sur ses forces. M. Alassane dit que si, en tout cas, il n'a pas la paix, il préfère revenir. Voilà, c'est ce que je dis. En ce moment-là, du côté des professeurs, en ce moment-là, la communauté internationale va intervenir pour faire valoir ce que du droit. Voilà. Mais ce que nous devons savoir est que Alassane Ouattara est arrivé après une guerre. Donc, ça aussi va compter si on est en train de compter les mandats. Parce que vous voulez dire que vous... Il n'est pas venu légalement, selon moi. Vous voulez dire que M. Alassane sait comment il est arrivé au pouvoir. Voilà. Donc, il ne peut plus briguer de mandat. Voilà. On dit, voilà. Il y a un adage qui dit souvent que qui tue par épée, périt par épée. D'accord. Monsieur Kenao, on va, parce qu'on a le professeur attend avec Credo Daniel. Allez-y un peu rapidement, monsieur Kenao. Je vous dis, vous êtes en train de parler comme si la politique se fait sur cette table. La politique africaine ne se fait pas... Ici, c'est un débat, hein? Oui, c'est ce que je dis. J'arrive à libérer, là, monsieur Kenao. Je n'ai pas confisqué. Je ne dis pas que la parole est confisquée aussi. Je veux te faire savoir que la politique africaine ne se négocie pas sur cette table-là. Nous parlons seulement. Je vous dis qu'en Afrique tout entière, pas en Afrique occidentale, M. Ouattara constitue une force terrible. Vous blaguez, hein? Vous voulez dire terriblement terrible. Terriblement terrible. C'est que nous voyons le type comme si c'était un point léger. C'est un point lourd. Cette histoire de Guillaume, cette histoire de quoi. Est-ce que vous savez que c'est Ouattara qui a fait quitter le dauphin Boigny du pouvoir Bédié? C'est Gbagbo qui a... C'est Ouattara, c'est à cause de Ouattara qu'on a renversé Bédié. Et vous allez me dire que le petit Guillaume... 24 décembre 1999. Et vous allez me dire que le petit Guillaume Soro... Monsieur Kenao, vous ne pouvez pas appeler Guillaume Soro et petit Guillaume Soro. C'est un petit Guillaume Soro, c'est Ouattara qui l'a formé de toutes pièces. C'est Ouattara qui a formé Guillaume. Mais c'est Guillaume qui contrôle les forces. C'est pour vous dire tout simplement que si aujourd'hui, prions Dieu Tout-Puissant, prions Dieu que l'idée d'aller encore ne vienne. Vous voulez dire que Ouattara a les armes, mais Soro Guillaume contrôle toutes les forces. Contrôle les forces. J'arrive. Je vous assure que... Je vous dis que nous ne sommes pas arrivés à cette équation. C'est pourquoi vous dites que Guillaume est quelque chose. Guillaume n'est rien. Si Ouattara veut... Prions Dieu que l'idée de continuer quitte la tête de Ouattara. Merci. Si Ouattara veut aller... Ça va encore péter. Ça ne va pas péter. La même communauté internationale va encore faire taire tout le monde. Voilà. D'accord, on va aller du côté des professeurs. Alors, professeur, je sais que s'il y a un président, un ancien président de l'Afrique, s'il était encore à vie, entre Ouattara et Guillaume Soro, un serait parti déjà. C'est son conseil. On va aller du côté on ne gouverne pas un pays à deux. Voilà, on va aller du côté des professeurs. Professeur, prions Dieu, hein. Prions Dieu. Professeur, donne-nous un peu le souffle. Oui, bon, moi, comme je l'ai déjà dit, je pense que M. Yves Kenao est en train de sous-estimer la capacité de Guillaume Soro. Il est jeune. On dit bien qu'aux âmes bien nées, la valeur n'entend point le nombre des années. Nous pouvons l'appliquer pour Guillaume Soro. Moi, je ne suis pas un partisan de Guillaume Soro, non. Mais ce que je dis, c'est que Ouattara et Guillaume, ils ont signé un accord par rapport à la gestion du pouvoir. Guillaume Soro a mis sa vie dans la balance pour diriger cette guerre-là. Parce que lorsque la rébellion a éclaté en 2003-2005, la rébellion n'était pas organisée. On cherchait un interlocuteur valable. Et c'est la France qui était derrière tout ça là. C'est Guillaume Soro qui a osé, il était encore jeune, au risque de sa vie, pour se dire, moi, je vais me porter comme porte-parole de cette rébellion. C'est après que les Ouattara sont venus. Il est vrai que sur le plan finance, Ouattara a financé. On ne peut pas lui refuser cela. Il en a fait. Mais ce que je dis, les accords sont faits pour être respectés. Lorsque vous avez fait un accord, souvent en matière militaire, en tout cas, Ouattara, il n'y a personne dont Ouattara a plus peur que Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Pour les béliers, tout ça là, ce n'est pas le problème de Ouattara. Je vous dis que c'est Soro celle qui fait peur à Ouattara par rapport à sa capacité de l'éliminer physiquement si jamais il y avait un conflit pour le pouvoir. C'est pourquoi moi je dis que
Si Ouattara ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de Guillaume Soro, il y aura plus de problèmes en Côte d'Ivoire. Il ne pourra pas diriger. La preuve, vous avez vu que l'année passée, il n'y a pas de jour où l'armée d'un camp ne se soulève en Côte d'Ivoire. Ou bien, c'est pas ça? On a passé une année où Ouattara ne pouvait plus gouverner. Oui. C'était les gens de Guillaume Soro qui agitaient les camps. De mutinerie en mutinerie. Évincer Guillaume Soro, éjecter Guillaume Soro du perchoir de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que Guillaume Soro a perdu ces velléités-là. Et le calme est revenu parce que désormais on lui dit non, on ne va pas te sauter de là. Les Bagayoko et consorts. C'est eux qui étaient des artisans pour l'évacuation de Soro. Mais Soro a utilisé l'armée qui était encore à Sako, à Kisako, pour dire à Ouattara que, écoute, on a fait la guerre ensemble, mais sur le plan armé, j'ai plus de poids que toi. Et c'est ce qui a fait que Ouattara s'est tué. Maintenant, si Ouattara passe pour aller dire que je vais me présenter, moi j'ai dit que en présence de soit il élimine Guillaume Soro, il pourra le faire. Mais si Guillaume Soro est là, Ouattara ne pourra pas faire de troisième mandat en Côte d'Ivoire. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un certain Bictogo, Amadou Bictogo de la Côte d'Ivoire. Adama Bictogo. Ce gars était ministre de Ouattara. Il a été démis de ses fonctions et 3 jours après, il a écrit un essai. Un essai dans lequel il justifiait un troisième mandat pour Ouattara. Ça, c'était en 2015. J'ai vu ça de près. En 2015, il a publié ça, fait des bouquins partout. Même Ouattara lui a dit non, ce n'est pas ce que moi je peux faire. Vous voyez? Donc, tous ces gens-là, tout ça là, on sait, mais on se tait. Parce que nous voulons faire comme les Ivoiriens, c'est comment d'abord. Alors, quand le moment va arriver, nous allons parler. Mais je dis que Ouattara, moi je l'avais soutenu, mais je ne le soutiens plus parce qu'il se montre un peu moins sincère par rapport à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Mais moi je veux qu'il soit en vie. Donc, pour se faire, il n'a qu'à finir ses 2 mandats, il va se placer quelque part, il n'a qu'à laisser les autres aussi faire, on va voir. C'est tout. C'est un conseil d'amis et de jeunes frères. Je l'aime toujours. Il n'a qu'à dégager après ces 2 mandats. Il n'a qu'à laisser les autres faire aussi. On va voir. C'est la même chose qu'on demande pour le Togo. Et on lui demande, au lieu de soutenir un régime en pourriture, en déconfiture avancée, il n'a qu'à nous laisser en paix. C'est tout ce qu'on dit. Alors, il n'y a pas de problème, quoi. C'est pas palabre, monsieur Yawa. On ne cherche pas palabre. D'accord, merci. Merci, professeur. Je crois que nous devions comprendre que M. Ouattara n'a pas dit « je me présente en 2020 ». Mais il dit la constitution m'autorise parce que lui-même, il a dit que je ne serai pas candidat en 2020. Il a dit ça sur toutes les antennes. Donc, il n'a fait qu'une sortie pour voir un peu comment les Ivoiriens vont se manifester. Mais nous attendons la pratique parce que la nouvelle constitution que lui-même il a mise en place ne l'autorise pas à être candidat en 2020. Il faudrait que ça soit compris par tous. Merci. Donc, on va passer du côté Credo parce qu'on n'a plus de temps. Monsieur Emmanuel Credo. Oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en même temps votre mot de fin? Parce qu'on voulait parler, on a voulu quand même parler de la sortie de Macron, mais je crois que les Togolais sont saisis. Allez-y. La question de Ouattara, c'est un frotteur de troubles qui veut juste passer par là. Monsieur Credo Emmanuel, essayez de... Credo. Oui. Essayez de vous pousser un peu en arrière pour qu'on puisse vous voir. Voilà un peu, voilà. Allez-y, monsieur le ministre de la Défense. On a compris. Donc, il a essayé d'envoyer ce qu'on appelle des mots de reconnaissance pour voir comment ça va réagir. Je crois qu'il a eu déjà la réaction et il ne doit pas oser. Donc, laissons ça dormir. Bon, pour la situation au Togo, encore une fois, laissons la CEDEAO
nous donner ce qu'ils ont à nous proposer. Laissons la CEDEAO nous donner la proposition. Et après, le peuple se prononcera. Au lieu de dire, voilà, la CEDEAO est en train de gesticuler et nous allons... Apprêtons-nous. Mais laissons le dernier mot à la CEDEAO. On parle de l'organisation africaine. Elle n'agit pas. Elle a délégué les choses à la CEDEAO. Donc la CEDEAO, c'est le seul recours que nous avons maintenant sur le plan communauté internationale. Si on veut que la communauté internationale aide les Togolais à résoudre le problème, voilà, c'est la partie qui a le problème à mettre. Donc laissons-leur donner leur mot final et en fonction de ça, on va voir comment la suite sera. Et il y a plus longtemps, on a les manifestations de la révolte du peuple a commencé avec M. Tiki Achadam et puis le PNP depuis août. Bientôt ça fera 1 an. Mais je crois que nous sommes au point de savoir où les choses atterriront. Soit fin juin, début juillet. Donc, tout sera dépouillé. Il n'y aura plus quelque chose à cacher. Donc, laissons les choses se faire. Merci. Bon courage pour les Togolais. Je remercie Tempo Africa pour le travail que vous faites pour passer les informations. Nous sommes que des petits observateurs. Nous faisons nos petites suggestions, mais je crois que ça fait partie d'une démocratie où même le citoyen lambda peut apporter sa petite contribution. Je remercie tous les panélistes et je serai très bien la bienvenue si vous m'invitez pour le prochain grand débat. Merci beaucoup. Merci Credo Manuel. Je crois qu'on ne va pas donner la parole à tout le monde pour un mot de fin, mais rapidement avec le professeur. Professeur, je crois que vous allez en même temps conclure avec la sortie de Emmanuel Macron qui a dit que la démarche de l'Union africaine pour l'élimination des mandats au niveau de l'Afrique, même au Togo, la France respecte cela et qu'il doit réellement se baser sur l'Union africaine, alors que nous savons ce que c'est que l'Union africaine. Il a dit aussi que la France n'expliquera pas à un pays ce qu'il doit faire. Et il a dit aussi qu'il faut des principes des élections libres. Et la France ne va pas arriver à remplacer de manière cohérente un président, sinon à ne pas respecter la souveraineté de chacun. Alors, monsieur le professeur, votre dernier mot, est-ce que Emmanuel Macron a été clair? Est-ce que Emmanuel Macron désormais donne les responsabilités à tous les pays de s'engager et ne pas faire intervenir la France? Pour le moment, la France, comme l'a dit, je pense que c'est De Gaulle qui l'avait dit bien avant, que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. À partir du moment où les intérêts de la France ne sont pas menacés, la France se fait le bon élève. On ne va pas nous ingérer dans les affaires d'autrui, mais attendez que les intérêts de la France soient menacés, vous allez voir ce qui va se passer. D'accord. Au Gabon, le Gabon de Bongo, lorsque le papa Bongo était là, où il avait permis à la France de venir ramasser tout ce qu'il voulait, comme il veut, et la France soutenait sans faille. Tout régime français avait soutenu Bongo jusqu'au nez. Mais il a suffi que le fils de Bongo dise que le bois que vous exploitez au Gabon, au lieu d'amener le bois cru en France pour le travail, pour ramener le vendre au Gabon, désormais je vais créer des usines au Gabon où je vais donner du travail aux jeunes Gabonais. On va travailler le bois là afin de l'amener en France pour vendre. C'est tout le crime qu'il a commis. Subitement, ils ont pu trouver un allié en Jean-Ping. Où ils veulent que désormais c'est Jean-Ping qui est leur champion, coûte que coûte. Jusqu'à présent, ils continuent par soutenir que Jean-Ping a gagné les élections, alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez, même les Ouattara avaient été mis à profit.
au profit des gens pires. Toujours le même Ouattara qui s'est retrouvé en Côte d'Ivoire pour le putsch. Il était aussi au Gabon. À la veille des élections, il a dû démettre un de ses conseillers. Un certain Amadou Sam, quelque chose, il a démis de ses fonctions parce que on a intercepté une conversation entre son conseiller là et les gens de Jean-Phil en train de vouloir torpiller le processus électoral. C'est ça le problème. Au fait, c'est ça. Alors la France voulait passer par Ouattara pour donner ce truc-là à Bongo, mais ça n'a pas marché. Moi, je ne suis pas un adepte de Bongo. Je ne le soutiens pas. Mais c'est l'injustice que je combats. Mais tu peux être mon ennemi, mais si tu es en train de subir la justice, je vais me battre pour toi. C'est tout ce que je dis. Donc je ne supporte pas Bongo. Mais c'est pour vous dire que d'un moment où Macron verra que les intérêts de la France seront en danger, Macron ne va pas tarder à faire intervenir son armée. Je peux vous le dire. C'est de l'hypocrisie politique. C'est ça que moi je peux dire par rapport à Macron. C'est de l'hypocrisie politique. Au Tchad, les forces rebelles étaient déjà dans le cas là où résidait Déby, en 2010, la France disait ce n'est pas notre problème. Mais quand elle a senti que ses intérêts sont menacés, les éperviers de la France sont intervenus à 10 mètres du palais pour chasser les rebelles. Et Déby est là depuis là, ça fait 8 ans après ce coup d'État manqué là. Donc c'est pour vous dire que Macron ne peut pas nous amuser. Nous sommes maintenant à éveiller. Nous l'attendons. On va voir s'il peut garder cette ligne-là, cette nouvelle ligne de la non-ingérence de la fin de la France-Afrique jusqu'à la fin. Sarkozy l'a dit, il n'a pas pu l'appliquer. Il est allé tuer Kadhafi. L'autre là, il s'appelle comment là? Le qui est venu après le Hollande. Hollande l'a dit. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire? Donc, s'il vous plaît, moi j'ai dit qu'il a raison parce qu'il défend ses intérêts. Laissons Macron tranquille. Les Africains, il est temps que nous-mêmes, on règle nos problèmes. C'est tout. Le blanc nous a dit qu'il n'est plus dedans. Il faut qu'il reste là où il est. Réglons nos problèmes. Alors, je vais dire au peuple congolais que l'espoir qui est né depuis le 19 août ne doit pas disparaître comme ça. Nous avons le devoir et l'obligation morale de maintenir la flamme de la résistance jusqu'à la victoire finale. Le régime est en train de montrer des signes clairs d'affaiblissement. Ce n'est pas le moment pour nous de baisser les bras. Alors, courage, peuple togolais. Ta diaspora engagée à tes côtés ne te lâchera jamais. C'est jusqu'à la victoire finale. D'ailleurs, d'ici peu, nous allons relancer les marches aux États-Unis. Dans 1 ou 2 semaines, nous allons reprendre le chemin des marches pour montrer au monde entier que, au fait, nous sommes encore debout et que nous voulons la fin de la tyrannie moyenâgeuse. Merci. Merci, professeur. C'est la fin de notre émission. Je voulais quand même rappeler à tous les Togolais de la diaspora qu'il y a une marche ici à Minnesota le 23 juin prochain. Un sitting. Un sitting, voilà. Alors, tout à l'heure, il y aura quand même quelque chose là-dessus. Merci donc à Malik Kessa pour la réaction de cette émission. Merci à nos chers panélistes pour leur contribution. Ainsi va donc le monde. Quant à moi, Serniawa, je vous donne simplement rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle édition de Grand Débat. Au revoir. Toujours à Sigalou. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah. Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre.
Yeah. Abolir la terre sur la terre.